Alors on va avoir, je vais commencer par une présentation, comme je fais un peu à chaque fois, un peu au pas de course, parce j'ai pas mal de questions à te poser à vrai dire, mais peut-être un tour biographique rapide de ta carrière et de ton parcours, histoire qu'on évacue les questions d'ordre biographique pour pouvoir parler d'autres choses. Donc voilà, tu es né en 56, en 74. Alors que tu es aux Beaux-Arts de Paris, tu fondes donc le groupe Bazooka avec plusieurs compères, Loulou Picasso, Lulu Larsen, Olivia Clavel, Bernard Vidal, et puis ensuite vous rejoignent Philippe Bailly et Jean Rousseau. Si jamais je dis des énormités, tu m'interromps. Pour l'instant, ça va. Vous publiez différentes revues, vous gagnez en notoriété, à tel point qu'en 77, Libération vous accueille au sein de la rédaction. Et alors là, comme l'écrit Éric de Chassé, leur dessin sur l'information déclenche des polémiques. Les journalistes de Libération disent que Bazooka fait du Picasso, donc c'est comme ça que tu décides, avec Loulou Picasso aussi, de choisir ce patronyme. En gros, vous mettez une sacrée pagaille dans la rédaction, donc l'expérience ne dure pas très longtemps. Et là, vous enchaînez avec la publication de la revue Un regard moderne, donc en 78, qui est une revue qui est franchement aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un statut quasiment mythique. Enfin, c'est vrai que voilà, elle est... Rien qu'à voir le nombre de projets qui s'intitulent Un regard moderne, et même la librairie célèbre de Paris qui s'intitule comme ça, mais voilà, c'est une revue qui a une grande importance historique. Mais voilà, le groupe se dissout et toi tu continues, même tu commences parce que si ça marche, pardon. Donc là tu te tournes vers la télévision, la création sur ordinateur, ça on va y revenir, c'est une question qui m'est particulièrement chère, tout en continuant à réaliser des choses à la main, on pourrait dire d'une certaine manière. Donc tu t'abandonnes pas complètement la réalisation plastique. Disons matériel, pas immatériel. Tu apprends à utiliser la palette graphique, notamment la Paintbox. C'est une période où tu vas réaliser l'identité graphique de multiples émissions de télévision, à une époque où il n'y a encore que 3, 4, peut-être 5 chaînes. Donc il y a évidemment un petit peu une autre époque de la télé. Tu vas acquérir ta propre palette graphique, monter des entreprises, travailler pour de nombreux commanditaires. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va revenir. Hein. C'est pas pour évacuer ces questions. Tu deviens même directeur artistique d'un journal, le journal Maintenant. Tu crées des chars de parade, tu participes au lancement de Télévision Pirate, et puis tu renoues un peu plus tard avec une peinture qui est bien physique, là, qui est plus du tout une peinture digitale. Alors, à partir des années 2000, on change un peu de génération, et c'est vrai que il va y avoir autour des années 2000 pas mal de rétrospectives de Bazooka, mais aussi de ton travail. Il y a la rétrospective en 2005 au Sable d'Olonne de Bazooka qui donne lieu à un catalogue. En 2002, Loulou Picasso relance la revue Un regard moderne, mais sous forme... sous la forme d'un site web. Donc là, il y a un contact aussi avec d'autres générations. Et puis, il y a différentes autres expositions, donc des jeunes gens modernes chez Agnès B en 2008, il y a Europunk qui va aller à la Villa Médicis, à la Philharmonie de Paris et au MAMCO. L'exposition L'Esprit français aussi en 2017, je crois, à la Maison Rouge à Paris. Et pour finir, en 2019, le fonds Emmerich qui te consacre une rétrospective importante en qualité comme en quantité, ce qui ne t'empêche pas, loin de là, de continuer ton travail pendant tout ce temps. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a vraiment un moment où finalement ton travail va être repris et en fait transmis aussi à d'autres générations. Donc tu as depuis tout ce temps une pratique élargie d'artistes, de graphistes, de vidéastes qui ne cessent d'évoluer en marge du milieu de l'art et dont toutes les mutations vont nous intéresser, que conceptuelles vont nous intéresser ensemble ce soir. Donc je le rappelle un peu à chaque début d'entretien, mais la ligne rouge de cette série, c'est aussi d'aborder avec les artistes invités un peu les conditions matérielles de l'exercice de leur activité, comment ils produisent ou elles leur travail, comment ils ou elles en vivent, comment ça s'organise même en fait très simplement au niveau du temps de travail entre des activités qui peuvent être plus libres et d'autres plus
enfin liées à des commandes. Donc vraiment dans quelle économie tout ça s'inscrit. Et puis une question qu'on abordera aussi ensemble, ce sont des questions de conservation évidemment, puisque les difficultés de conservation qui existent pour des œuvres matérielles sont peut-être encore plus importantes dans le cas de pratiques digitales ou de peinture électronique comme tu as pu en faire. Et puis bien sûr les questions d'engagement, voilà, c'est toutes ces questions que j'aimerais aborder avec toi ce soir, pour résumer en avance tout ce dont on va parler. Et je te passe la parole dans une seconde. J'aimerais vraiment, peut-être pour commencer, qu'on parte vraiment de tes techniques de production, qui consistent vraiment à en partir d'éléments existants. Dans une émission de télé que j'ai retrouvée donc, sur le site de l'INA, dans lequel tu parles de ta collaboration avec le groupe Star Shooter. Je crois que c'est en 1980. Tu disais, dans cette émission, la chose suivante. Tu disais, alors je suis incapable d'inventer un corps humain, de le mettre en situation. Je suis forcé de partir de documents photographiques existants et ces documents sont dans la presse. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on commence en parlant de cette manière de travailler. Comment tu trouves ces images ? Est-ce que tu peux décrire cette méthode ? Vraiment de trouver, transformer, sélectionner, choisir, enfin toutes les questions vraiment très basiques en fait, mais très intéressantes de savoir comment... d'où viennent les images à partir desquelles tu travailles en fait. Comment tu les trouves et les choisis. Voilà, j'ai fini. Je te laisse la parole. Bon, j'attaque alors. Voilà, tu peux attaquer. Alors, je dois dire, quand on est aux Beaux-Arts, je me mets à travailler d'après photo. D'abord, je décalque. La plupart de mes camarades sont des bons dessinateurs classiques. Loulou Picasso, par exemple, il a fait les Beaux-Arts de Rouen depuis l'âge de 14 ans en cours du soir. Donc, c'est un super dessinateur. Olivia, elle a un style très marqué, Olivia Clavel. Moi-même, quand on commence à travailler tous ensemble, je travaille aussi de façon traditionnelle, mais à un moment donné, je m'aperçois que je me mets à décalquer, ça va très très vite. J'ai toujours été, même à ce moment-là, avant de travailler dans les journaux, où on travaille dans nos propres journaux, travailler d'après photo. Et c'est vrai que les gens, de temps en temps, me critiquent en disant « oui, décalque ». Alors, moi, je dis « je décalque et je t'emmerde ». Tu vois, vraiment, tout de suite, c'est simple. Et la technique du dessin d'après photo est assez intéressante parce qu'on va très très vite et on a un résultat vraiment spectaculaire. On peut attaquer n'importe quel sujet. Souvent, les artistes sont un peu, je dirais, à utiliser un sujet. Il y en a, ils dessinent des animaux, ils dessinent des femmes nues, ils dessinent des paysages. Moi, finalement, cette technique du dessin d'après photo permet d'aborder tous les sujets possibles. Donc, dès le début de Bazooka, je me mets, quasiment c'est le deuxième numéro, le Loukoum breton d'ailleurs, où je commence à dessiner d'après photo. Et je me souviens que je dessine, par exemple, à partir de photos de la Redoute, le catalogue de la Redoute qui est déjà... Puis après, j'ai toujours été fasciné par les images. Il se pourrait que ça commence d'ailleurs quand je suis petit, où les images... Quand on travaillait bien à l'école, on gagnait des images. Voilà. Bon, moi, je travaillais très mal à l'école, donc on me donnait rarement des images. Et à un moment donné, je me suis mis à collectionner les images, toutes les images. À passer des après-midi aux puces, à fouiller dans les caisses avant que Internet existe, à aller dans les librairies. Et après, en cherchant les images qui avaient une charge émotionnelle forte. Alors, la charge émotionnelle forte, ça a commencé par les images médicales. J'ai le souvenir, quand on est aux Beaux-Arts, par exemple, l'image qui est là en ce moment, une couverture de disque d'il y a très longtemps, c'est une image qui représente un médecin en train de pratiquer une vue endoscopique sur un sexe. Voilà, c'est assez dur à lire, mais c'est quelqu'un qui est en train de regarder, sans doute d'explorer la vessie en gonflant et avec un endoscope qui rentre dans un sexe masculin. Mais les images médicales, on est aux Beaux-Arts, autour de nous, il y a toutes les librairies de médecine. Il n'y a que des gens quand même un peu... Il n'y a pas beaucoup d'étudiants parce que ces livres valent des fortunes. Et j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, d'être kleptomane.
Donc, j'allais dans les librairies et je piquais les bouquins. Oui, je me souviens, j'avais les cheveux longs, j'étais là à me dire, je vais me faire repérer quand même, parce que tous les mecs étaient en costard, etc. Mais bon, j'ai embarqué des livres qui valaient des fortunes, les bouquins médicaux qui sont des... Bon, après, j'aime bien les livres, même la fabrication des livres sont magnifiques, et les livres médicaux qui sont tirés à très peu d'exemplaires sont, en termes de fabrication, magnifiques. Donc, mais ça allait, les livres médicaux. Après, un autre support de mon travail, c'est aussi la pornographie. Donc là d'ailleurs, on est à Libération et je suis jamais rentré dans une librairie, comment dire, ou dans un sex shop de ma vie, pour ainsi dire. Mais à un moment donné, quand on travaille dans Libération, je passe des petites annonces. Dessinateur Libération cherche documentation pornographique bizarre et plein de gens me prêtent des bouquins pornographiques. Je vais faire plusieurs bandes dessinées aussi. Toujours, la recherche, c'est d'avoir un impact très fort. Voilà, de jamais laisser indifférent le lecteur ou le spectateur avec des images. Aujourd'hui, par exemple, la pornographie, c'est totalement banalisé au point que ça doit faire très longtemps que j'ai plus fait d'images pornographiques. L'image médicale aussi, le gore est en permanence sur les réseaux sociaux. Donc pareil, ça fait très longtemps que je fais plus d'images gore. Mais sur l'instant, ces images sont vraiment porteuses d'émotions fortes pour les lecteurs, au point où, à l'époque, je dois totaliser quelque chose comme 9 condamnations pour outrage aux bonnes mœurs, apologie du crime, apologie de la drogue, apologie de la violence, etc., à cause de ces images. Tu utilises aussi des images de guerre. Après, bien évidemment, l'image de guerre, elle est déjà beaucoup plus acceptée et banalisée. À la limite, en ce moment, l'image de guerre, elle est pixelisée. Les JT ne montrent pas les images de guerre. Elles sont floutées. Mais à l'époque, l'image de guerre, les images de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, les images de Japonais en flammes sortant de leurs abris, voilà, voilà, c'est toujours pareil, ces images très violentes. Je dirais que d'une certaine façon, je les trouve belles. Enfin, quand elles sont reprises graphiquement, voilà. Quelles que soient les images, même les images hyper violentes deviennent des images de beauté graphique quand elles sont reprises par un artiste et par moi au passage. Voilà. Avec quand même cette presque assurance à l'avance que elles auront un impact sur les personnes qui les regardent, quoi. Là, la volonté, c'est d'avoir un impact sur le lecteur. Quoi qu'il arrive, le lecteur, soit il est fasciné, soit il y a une logique de rejet. Et ces images ne sont pas vraiment vues ou pas vraiment utilisées par les artistes à ce moment-là. Bien que dans la peinture classique, on a des images épouvantables, dans la peinture religieuse, les martyrs qui se font décapiter, qui sont écorchés vifs, même le musée du Vatican. Les images les plus violentes, les plus gore que j'ai vues, c'était dans le musée du Vatican, par exemple. Et aujourd'hui, évidemment, l'accessibilité des images a beaucoup changé. T'as plus besoin, disons, d'accéder matériellement à des images pour pouvoir les réutiliser. Donc, comment évidemment, on va dire la massification des images en ligne a modifié ta pratique? C'est-à-dire que tu cherches comment aujourd'hui? J'ai arrêté de traîner aux puces, de voler dans les librairies. Sur Internet. Mais c'est vrai que maintenant, je veux un lapin avec un paysage je sais pas, d'usine derrière et une pin-up à l'avant. Je fais la recherche et quasiment en 15 minutes, j'ai ma doc. Donc, à partir du moment où Internet arrive, j'arrête de chasser la documentation en bibliophile, parce que c'était entre la fascination des images, quelles qu'elles soient. J'avais la chance d'habiter à côté des Puces de Montreuil, donc tous les samedis, tous les dimanches, et quand je rentrais bredouille, j'étais extrêmement malheureux, mais de temps en temps, je rentrais avec un caddie à roulettes rempli de livres. Et voilà, maintenant, bien sûr, les images sont là. Et je trouve qu'il n'y en a jamais assez. De temps en temps, les gens se plaignent de cet afflux d'images, mais moi j'ai l'impression que j'ai une bibliothèque qui me tombe dessus et j'adore ça, la multiplication des images, des sources, quelles qu'elles soient. Voilà, est complètement fabuleuse, mais ça fait déjà un certain nombre d'années que je suis sur Internet, au point de ne même plus connaître ma bibliothèque, par exemple.
Voilà, et d'être même embarrassé quand quelqu'un m'offre un livre. Je dis, bon, tu vois, qu'est-ce que je vais en faire? Et dans le temps, j'étais très content quand un livre avait été découpé. C'est qu'il avait servi vraiment à quelque chose. Voilà. Est-ce que je sais plus ce que je voulais dire. Mince, j'ai un trou. Oui, si, non, pardon. Est-ce que quand même dans ta quête d'image, enfin, je sais pas, t'as des sites favoris que tu continues de fréquenter, ou alors c'est vraiment des requêtes extrêmement précises, parce que j'imagine, enfin, l'idée d'aller au puce ou de passer par le livre, c'est qu'on tombe sur des images, en fait. C'est pas, on n'a pas une requête en tête hyper précise de savoir exactement sur quoi on veut tomber. Donc, comment tu tombes sur des images aujourd'hui? Ben, dans le temps quand même, Oui. j'ai une requête. Quand tout à coup je suis en train de sortir les livres et de passer une demi-journée à chercher la doc idéale pour le dessin que j'ai envie de faire, ou la peinture, la pochette de disque, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup plus vite, bien sûr, en 2 secondes. Là, en ce moment, je suis en train de faire toute une série chronologique où je fais des tableaux. Chaque tableau, c'est un événement. J'avance un peu, mais Un événement de l'actualité ou voilà. un événement de l'histoire, comme par exemple voilà, Donc, c'est la suite de cette série ça qui presque en, s'intitule... en quelques secondes. Ouais. Voilà, là c'est censé être 1900. Voilà, je fais chaque tableau, c'est une année. Là, c'est 90 et c'est l'annexion. Voilà, l'Irak envahit, Saddam Hussein envahit le Koweït en 90. Mais en même temps, c'est un travail que je fais en illustrant ces événements avec des images d'aujourd'hui ou d'hier dans le cas de Saddam Hussein. Donc là, on a Koweït City derrière, on a carrément tous les ministres au pouvoir à ce moment-là, on a une fanfare irakienne, mais on a Saddam Hussein déjà portant les menottes avant son procès ou pendant son procès, avant qu'il soit exécuté. Donc je traite, mais là tout à coup je fais invasion du Koweït par Saddam Hussein et me tombe dessus des centaines d'images magnifiques que je fais une sorte de collage d'abord avec Photoshop à partir de ces documentations, et quand je suis content d'un résultat, je l'attaque en peinture. Et ma technique, c'est maintenant, dans le temps, je décalquais. Après, j'avais des sortes de... Comment on peut appeler ça? Des projecteurs sur... voilà, un épiscope. Voilà, ça s'appelait un épiscope. Ça s'appelle toujours un épiscope. Après, je travaillais aussi à partir de photos de diapos, en shootant mes collages et en les projetant. Aujourd'hui, je travaille en faisant un collage sur Photoshop que je projette avec un vidéoprojecteur sur ma toile, et voilà, je fais mon repérage sur la toile et après j'attaque en peinture. Alors ça, juste pour que les choses soient claires pour le public, hein, c'est une série que tu commences à faire en 2016, donc tu remontes vraiment dans le temps. Cette série qui s'intitule... Voilà, en 69. Oui, non, Voilà. mais je voudrais, tu la réalises pas en 69, tu l'as fait en... Ah tu oui, oui, t'entames bien sûr, bien la sûr. production Oui, oui. de la série Oui, oui. en 2016-17 pour l'exposition à la Maison Rouge. Et elle s'intitule « Il n'y a aucune raison de laisser le bleu, le blanc et le rouge à ces contes de français ». Voilà. Ouais. Alors peut-être on peut en regarder quelques images. Donc j'ai pas mis toute la série des 20 premières peintures, mais voilà. Donc ça, c'est des récents, là, c'est 90. Mais en effet, de 69 à 89, j'étais sur un format en hauteur. Ah mais oui, je me c'est suis les mis plus à récents, travailler pardon, oui. sur l'esprit français à Maison Rouge. C'était une exposition qui prenait la période de 69 à 89, c'est-à-dire l'arrivée de la presse féministe, de la presse homosexuelle, dans lesquelles j'ai beaucoup travaillé avec mes camarades de Bazooka dans ces périodes-là. Donc les organisateurs de cette expo, François Piron et Guillaume Desanges, à un moment donné me donnent un mur. Tu fais ce que tu veux, mais ils s'attendaient à ce que j'accroche des œuvres réalisées dans cette période-là. Et c'est moi qui ai dit, ah ben non, je vais faire pour chaque année un tableau spécifique de cette période, avec cette logique d'illustrer des éléments d'hier avec des documents plus récents. Plus récents, ouais. Voilà. Du coup, par exemple, je me retrouve, là j'ai un peu oublié les dates, mais donc de 1989, à faire par exemple la naissance du Front National et la naissance de Zinedine Zidane la même année.
et à faire. Là, c'était des tableaux en hauteur, souvent avec 2 éléments qui faisaient un effet de contraste. Et donc, je fais tout ce mur, voilà. Et puis après, ces derniers temps, où ça fait déjà quelques temps que je suis sur sur ce projet, c'était un projet. Parce qu'à la fin, comme moi, on peut dessiner un peu n'importe quoi. Que ça aille depuis l'ultra hardcore, transgressif, jusqu'aux images ultra gnangnan pour les enfants, qui m'amusent autant l'une que l'autre d'une certaine façon. Je me retrouve à me demander souvent quoi peindre finalement. Peindre des petits chats, peindre des pin-up, peindre voilà, un peu des militaires, peindre des manifestations, peindre voilà. Enfin, et là, j'étais assez contente ces derniers temps à avoir trouvé cet enchaînement d'événements qui me permet, d'une certaine façon, de passer d'un sujet à l'autre, de passer, par exemple, de ce tableau qu'on voit en ce moment, qui est les derniers essais nucléaires à Mururoa par Jacques Chirac. Voilà. C'est 95, d'ailleurs, je vois 95. Là, et en même temps, c'est des moments où je travaille dans les journaux d'information. Et par exemple, je suis dans un journal d'information, le journal Maintenant à ce moment-là, qui est édité en 95. Et en 95, je traite déjà, j'illustre déjà des articles sur ces derniers essais nucléaires à Mururoa, avec le monde entier en train de hurler, parce que vraiment, à quoi ça servait d'aller faire péter les bombes? En plus, on sait quelques années après que les pauvres habitants de Mururoa, ils sont tous contaminés, que c'est vraiment une catastrophe, qu'on peut même plus rentrer dans ces îles-là. Mais donc, c'est des événements que j'ai suivis. Là, j'ai fait ce tableau il y a peut-être 2 ans maintenant à peu près, mais en 95, je suis déjà en train d'illustrer cet événement. C'est drôle parce qu'en fait, à l'époque, tu fais du dessin d'actualité, et puis là, on est plutôt du côté de la peinture d'histoire. D'ailleurs, c'est Éric Dechassé qui dit que... Enfin, il y a toute cette théorie autour de ton travail où il dit que en fait, tu es un peintre de genre qui multiplie les genres, le portrait, voilà, la peinture d'histoire. Alors, j'avais noté le paysage, les scènes de genre et tout ça. Et puis là, on est vraiment dans la peinture d'histoire, mais d'une autre pas de la manière qu'avaient les peintres, disons, du 19e ou du 17e siècle de la faire, mais là, à partir des images, des compositions, des montages et d'un événement qui donne la... Et en même temps, de nouveau, ces événements sont des événements importants dans notre histoire, c'est-à-dire qu'ils ont une charge émotionnelle très forte, même encore aujourd'hui. Là, celui-là, c'est l'évacuation de l'église Saint-Bernard. Par exemple, je traite avec les évacuations de Calais, parce que les CRS, donc en 98, n'ont pas du tout le même look que les CRS d'aujourd'hui. Mais de nouveau, et ça encore, je suis en train de travailler à ce moment-là, en 98, je ne sais même plus dans quel journaux, mais j'ai toujours travaillé dans des journaux d'information politique ou d'information militante, et à traiter tous ces sujets et en être témoin. Donc c'est voilà, là encore un autre événement du même type, où c'est, par exemple, 97, c'est rétrocession de Hong Kong. Madame Thatcher signe les accords pour la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et là, on se retrouve juste avant le Covid, là, avec la révolution des parapluies. Du coup, je traite cet événement de 97 avec des images d'actualité beaucoup plus récentes qui doivent dater en ce moment, voilà, d'il y a 3-4 ans, là, de la révolution des parapluies. Voilà. Alors, et comme là encore, là, 99, le naufrage du pétrolier Erika. Quand on a le naufrage d'Erika, les gens ne mettent pas encore des combinaisons blanches pour aller nettoyer les plages. Donc c'est à partir de documents de catastrophes écologiques beaucoup plus récentes là, desquelles je m'inspire là. Et en multipliant le nombre, voilà, là il y a plein de photos de gens en combinaison blanche en train de ramasser le mazout. Bon, je multiplie, je transforme une foule comme ça de gens qui nettoient les plages. J'en ai encore. Je crois que... ouais, oh non, c'était autre chose. Voilà, là c'est la deuxième intifada. C'est après tous ces tableaux qu'on voit en ce moment.
Ils sont pas terminés. Ah. Souvent, là, ces derniers temps, je suis par exemple... J'en ai pas mis de c'est plus une récents. Israélienne qui est en train de... Là, à l'arrière, on voit la deuxième intifada, donc c'est les Palestiniens qui envoient des pierres sur les militaires israéliens. Mais la jeune femme qui a le visage dans le livre, c'est une Israélienne en train de prier. Mais donc, par exemple, là, je suis allé un peu vite, mais je dois écrire en hébreu pour qu'on comprenne que c'est une Israélienne qui est en train de prier à côté. Mais là, à la limite, c'est des images peut-être même de l'époque. Quand je dis je travaille avec des images d'aujourd'hui sur des événements d'hier, de temps en temps, je ne fais même pas attention aux images que je pique. Je ne sais même pas d'où elles sortent. Jamais je mets le nom des photographes qui ont fait les images. Oui, alors c'était ma question suivante. C'est-à-dire que tu as parlé de tous les procès pour bonnes mœurs, pornographiques que tu as pu avoir, mais j'imagine aussi que quand on s'approprie des contenus visuels divers et variés, on peut aussi avoir des problèmes. Donc je me demandais si tu avais eu... si tu avais été attaqué justement pour des questions vraiment plus juridiques d'appropriation d'images, en fait. Je vais revenir en arrière, pardon. Finalement, très peu. Je me souviens à l'époque, Bazooka dessinait une image d'une punk, et puis une jeune femme photographe vient vers moi en me disant Bazooka, c'est toi, et paf, elle me balance une baffe parce que j'avais piqué son image. Mais après, à un moment donné, je fais des films publicitaires pour les drugstores Publicis. C'est la deuxième fois où j'ai des problèmes, vu le nombre d'images que j'ai volées à des pauvres photographes. Finalement, j'ai eu très peu d'ennuis, mais donc là, la date, je l'ai oubliée. Mais je fais un film publicitaire sur les drugstores Publicis avec l'agence Publicis. Et naturellement, le logo de Publicis, c'était des lions. Donc, je vais, comme d'habitude, piquer des docs de lions dans des bouquins divers. Sauf que les fameux photographes de lions que j'avais massivement piqués, c'était un couple de photographes qui avait fait le plus beau livre de lions quasiment de l'histoire de la photographie animalière, et tous les dessinateurs du monde leur avaient piqué leurs lions, les barres chocolatées, et ils étaient en train de faire le tour du monde pour dire c'est nos lions, il faut faire quelque chose. et finalement, Publicis leur avait donné un dédommagement, et je les ai même jamais rencontrés, mais ils sont allés voir Publicis, et Publicis leur a donné... les a dédommagés du fait que j'avais piqué leurs images. Donc pas trop de... Mais sinon, les photographes, je dois dire, dans ma vie de voleur d'images, ça doit être les 2 seules fois où je me suis retrouvé confronté à des gens qui flippaient ou qui s'étaient sentis spoliés. Ah, il me semblait que l'AFP, vous étiez tombé dessus quand vous aviez fait... Oui, c'est vrai que l'AFP... Ça, je voulais montrer quand même. Vrai, là, j'oubliais l'AFP. Quand on fait leregardmoderne.com, on est... la logique du regardmoderne.com, donc en 78, édité par Libération. Parce que si je reviens sur Libération, l'histoire avec Libération est amusante, parce qu'à un moment donné... Libération, donc en 77-78, nous propose d'illustrer. Mais illustrer le quotidien, c'est venir le soir vers 17-18 heures et d'être là jusqu'au bouclage vers 10h30, 11h pour boucher les trous. Les dessinateurs, on est des bouche-trous, c'est-à-dire quand les secrétaires de rédaction se sont un peu plantés sur la longueur des textes, il y a des trous où une illustration est prévue, donc on remplit des espaces vides. Mais j'ai perdu le fil. Là, non, donc ça c'est quand vous êtes invité à Libération. En gros, ça se passe pas très bien, mais ils décident de vous. Oui, voilà, oui, en effet. Une revue. Donc après, on est avec Libération à l'époque qui est en autogestion. Donc on se retrouve avec une très grande liberté. On comprend justement entre 17h et 11h, il n'y a presque plus personne. Les journalistes politiques, ils étaient là au conseil de rédaction le matin. Ils sont déjà tous rentrés chez eux. On est tout seuls. On est tout seul et on est copains avec la fabrication, avec les clavistes. Là, dans le temps, c'était des gens qui tapaient les articles. C'est vraiment nos copains. Donc, quand tout à coup, on change une image déjà sur les pages de maquette, et là, on n'est pas du tout en numérique, c'est des images collées. On retire les images, on met nos dessins à la place, parce qu'on trouve qu'il n'y avait pas assez de dessins dans le journal. Donc, le lendemain matin, les gens hurlent, et après, on se permet
les gens disent à ce moment-là qu'on sabote leur journal. En vérité, nous, on est dans une volonté d'embellissement permanent des pages de journal. Et de nouveau, le travail de Bazooka sur la presse, sur la télé quelques années après, c'est une volonté d'amélioration de l'esthétique, d'amélioration des maquettes, d'amélioration des habillages pour la télévision, des décors. Même encore aujourd'hui, j'ai toujours cette volonté-là. Quand je vois une émission, un JT télé, le JT de 20h, je vois ces présentateurs avec leurs petits costards sur leur décor bleu, avec l'image derrière, ça me désole totalement quand je vois les émissions de variété de l'après-midi avec des décors épouvantables, lamentables, immondes, etc. Ça me désole. Quand j'ouvre un journal, si j'ouvre par exemple Marianne, j'ai l'impression d'avoir un journal, si j'ouvre Charlie Hebdo, qui ressemble quasiment au Crapouillot ou à des journaux d'il y a 50 ans, ça me désole totalement. Et d'une certaine manière, je suis assez triste que notre travail, pour le moment, n'ait pas servi à grand-chose parce qu'on n'a pas réussi à changer. Bazooka, la volonté, c'était de changer le monde, et changer le monde en commençant par changer l'image du monde, ou l'image, la représentation du monde en image. Voilà, avec comme théorie, pas de changement du fond sans changement de la forme. Et d'une certaine façon, pour le moment, je suis encore dans une défaite qui est qu'avec le temps qui a passé, finalement, les JT télé sont toujours aussi moches, les émissions télé sont toujours aussi moches, les journaux qu'on achète au kiosque, que bientôt on ne va plus acheter d'ailleurs, parce que c'est un peu la fin de la presse, tout le monde s'en fout de la presse aujourd'hui. Quand je vois par exemple le journal qui s'appelle... le journal de Caroline Forest, Franc-Tireur. Ah oui, Franc-Tireur. Ouais. Quand je vois Franc-Tireur, j'ai l'impression de voir des journaux qui datent de l'occupation, pour ainsi dire. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que ces gens? Comment ils écrivent? Déjà, ils écrivent comme des pieds, mais en plus, leurs journaux sont d'une laideur incroyable. Et au lieu de demander à des bons dessinateurs de venir un peu faire d'améliorer tout ça. Non, ils reprennent les petits dessinateurs à la con qui sont en train de faire leurs dessins de merde depuis maintenant 50 ans. Et ça me révolte finalement. Ça me révolte. J'ai la volonté de changer réellement, de vouloir changer ça. Oui, non mais ça, je suis d'accord. Et c'est pas gagné, mais je reste malheureusement ou heureusement toujours sur ma ligne dure à vouloir modifier cette façon de voir le monde. Bazooka, c'était d'ailleurs la volonté, c'était de suivre l'actualité et regarder le monde d'un autre angle, d'un autre point de vue. Est-ce que, alors moi qui ai bossé sur Jean-Christophe Averty et toutes les émissions de télé magnifiques qu'il a produites dans les années 60 et 70, je ne peux qu'aller dans ton sens. Mais si on revient à ce projet, Le Regard Moderne, qui est un site web aussi d'actualité, en fait, on était parti de cette idée que vous aviez eu des problèmes parce que vous vous étiez approprié des images de l'AFP. Donc c'était de l'AFP, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, là, ce qu'on voit, c'est vraiment une tentative de produire un média indépendant, bien d'actualité. Sûr. Alors, normalement, j'avais fait une capture d'écran, mais voilà. C'est ce qu'on, enfin, c'est des gifs animés. C'était des gifs animés, voilà. Donc, j'ai retrouvé sur Wayback Machine c'est pas très, voilà. C'est vraiment une capture d'écran. J'ai essayé de me déplacer pour que vous puissiez voir un petit peu quelle peut être l'expérience de consultation de ces pages à l'époque. Mais on est vraiment dans l'idée de produire un média indépendant qui commente l'actualité au jour le jour, puisque c'est vraiment, il y a une édition quotidienne en fait de ce... Bien sûr, tous les jours pendant au moins 2 à 3 ans, moi je dois totaliser 2000 images, et mon camarade Loulou doit en totaliser carrément le double avant qu'on s'arrête. Mais oui, l'idée c'est qu'on allait déjà il y a Internet. Le truc amusant, c'est que toutes les grandes agences sont en train de photographier le même événement. Par exemple, une sortie de conseil de ministres est photographiée par l'AFP, mais aussi par les autres grandes agences. Du coup, on a des axes différents et en 2 secondes, on transforme en animation parce qu'on récupère à l'époque les photos. Même c'est le début d'Internet, donc toutes les grandes agences, elles balancent leurs images. Après, elles ont restreint un peu. Mais surtout, à un moment donné, l'AFP nous tombe dessus pour copie servile. Copie servile, et là on a vraiment, je me souviens qu'un matin j'ouvre ma porte et il y a vraiment un huissier qui nous balance les demandes voilà, on a un procès qui se déclenche. On est en copie servile sur l'image, mais on est aussi en copie servile sur le texte, parce que le texte c'est copier-coller les événements. On est quand même donc en 2004, il n'y a pas encore beaucoup
beaucoup de sites d'information et des sites comme ça. Alors là, on est carrément élu meilleur site de l'année, site d'information par Yahoo Actualité. Donc on a vraiment une grosse présence, beaucoup de lecteurs. On est aussi élu meilleur site d'information par les Jésuites de France. Tout à coup, là, on était ravis, génial, incroyable. Et notre site était vu dans le monde entier parce qu'on piquait à toutes les agences de presse. Si on ne trouvait pas Associated Press, UPI, on allait carrément sur les agences de presse cubaines, chinoises, de tous les pays. Donc vraiment, on était suivis dans le monde entier. Et d'une certaine façon, on n'a jamais fait de publicité ou gagné de l'argent avec ça, ce qui a fait que quand l'AFP nous déclenche un procès, ça met un peu plein de gens nous quoi. soutiennent en disant « oui, il faut vous défendre », etc. Mais finalement, on ne fait rien, on arrête d'utiliser l'AFP tout simplement. Et il y avait suffisamment d'agences de presse comme source d'information pour qu'on puisse se passer. Là c'est la guerre en Irak, on a tous les... Bon, après, je raconte ça, par exemple, Missing. Je me souviens, on fait Missing. Il y a plein de soldats qui disparaissent, des journalistes qui disparaissent pendant la guerre en Irak. Mais Missing, on arrivait aussi sur les Miss. Donc si on n'avait pas trouvé de pauvres soldats américains enlevés, on finissait par faire les Miss qu'on aimait bien comme sujet, comme les sportifs et tout ça. C'était Et vous aviez des conférences de rédaction comme un journal classique ou comment ça se passait Après, c'était étonnant parce que bon, il y a Loulou, il y a moi, il y a Olivia, mais il y a d'autres artistes, des copains de l'époque. On est tous chez nous en train de fouiller les sites d'information au jour le jour d'événements et avec tous complètement passionnés. On communique très peu parce que tout à coup, les images sont mises en ligne avant minuit le long de cette bande. Là, c'est des bandes en longueur. Enfin, c'est pas, on scrolle à l'horizontale. Et on est de temps en temps... Plusieurs artistes, on devait être au moins une dizaine, plusieurs artistes traitent la même information, mais on met les informations les unes après les autres. On a des informations qui font des hits énormes. Tout à coup, on a... Parce qu'on est les seuls à avoir trouvé ça. C'est-à-dire quand les gens font des recherches sur un événement, ils tombent sur nous. Et notre hébergeur à l'époque est en train de dire, écoutez, là, vraiment, il y a trop de trafic sur votre site. Et nous, on décroche. C'est-à-dire quand... une information fait trop d'entrées, on la décroche parce qu'on on va pas prendre un hébergement plus professionnel quasiment, et on a des milliers de gens qui sont en train d'arriver sur certains événements. Mais en tout cas, si le site il est plus en ligne, mais on peut accéder à certaines pages qui ont été enregistré par la fameuse Wayback Machine. Je ne sais pas si vous connaissez ce système, mais qui est une entreprise non lucrative de sauvegarde de pages web. Bien sûr, parce que le site est détruit, on l'a plus, mais il a été sauvé par la Wayback Machine. La Wayback Machine qui dépend de la librairie du Congrès américaine. C'est ça. Et après, nous, on est en train de faire des GIFs, parce qu'on n'est pas en haute définition à ce moment-là. Donc, il faut que nos illustrations pèsent pas plus de 100K, par exemple, même plutôt moins. Donc, on est avec des GIFs très, très économiques. Et puis, qui est un format qui a survécu, pour le coup, contrairement à pas mal d'autres formats de l'époque. Le GIF, le GIF, c'est continue de fonctionner, quoi. Et c'est donc des petites animations à chaque fois. Alors, peut-être pour... passer à moi une question qui me tient, un outil qui me tient particulièrement à cœur, c'est c'est la Paintbox, les palettes graphiques que tu commences à utiliser donc au début des années 80. Alors je suis tombée sur, alors c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus, voilà, une vidéo un peu de démo où tu te mets en scène. En train d'expliquer pourquoi la peinture électronique est l'avenir de l'art. Donc c'est une vidéo de 84 qui a été produite par FR3, je crois à l'époque, dans une série qui s'appelait Vidéo à la chaîne. Et j'ai mis juste quelques images. Elle est vraiment incroyablement belle cette vidéo, mais on n'a pas du tout les droits, donc j'ai pas pu vous la mettre en entier. Donc juste une image. Donc cette arrivée dans ton travail de la palette graphique constitue vraiment une révolution. Est-ce que tu peux nous parler de cet outil ? Et puis c'est vrai que
Non, je poserai cette question après, mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce que cet outil amène dans ton travail et comment tu t'en saisis? J'arrive il y a la rapidité de production, mais c'est une autre esthétique aussi, quoi. C'est la révolution totale, là. On n'en croit pas nos yeux quand on voit arriver ces outils. D'abord, plus ou moins avec Bazooka, on fait déjà de l'habillage d'antenne, comme on avait fait par exemple des émissions de rock. Là, tout de suite, j'oublie le nom, là, avec de Cônes à l'époque. Ouba, c'est pas ça? Oui, Ouba, mais même avant. Enfin, on fait les habillages d'antenne, mais en vrai dessin animé traditionnel, au banc titre. Je fais même plus ou moins dans ces mêmes époques. J'ai le souvenir de faire des génériques pour Noël, Destination Noël par exemple, qui sont pareils au banc titre. D'ailleurs, c'était les mêmes techniques que j'utilisais quand je faisais les fameuses publicités avec les lions de Publicis. C'est du vrai dessin animé, image avec la caméra en banc titre, et puis on bouge des collages et des éléments où on transforme les images. Mais tout à coup, je me retrouve, étant donné que je suis dans l'audiovisuel, à travailler dans les régies vidéo, avec la télévision, arrivent les premiers ordinateurs, arrivent même avant la Penbox, arrivent des machines. C'est des générateurs de caractères au départ, c'est-à-dire c'était les machines qui permettaient d'écrire les titres des génériques, et de faire du générique. Mais tout à coup, les constructeurs de ces machines greffent une palette. Donc au début, on a très peu de couleurs. Et là, je dois dire, je me retrouve d'une certaine façon par hasard dans les régies vidéo qui achètent ces premiers ordinateurs. Et je trouve ça absolument génial parce que justement, ma technique de manipulation des photos que je m'efforçais de dessiner, de repeindre à la main, tout à coup, il y a une accélération de la production, c'est-à-dire en une nuit. D'habitude, quand je devais faire une illustration traditionnelle avec ma technique d'après-photo, j'étais bon pour passer une nuit blanche à dessiner mon sujet. Là, une nuit sur un ordinateur, j'avais 20 images. Voilà, là par exemple, ça c'est Raquel Welch à partir d'une photo. Ouais. Et par contre, tout de suite après, les premières machines qui portent des noms maintenant que tout le monde a oublié, la Chiron 4, qui sont des 256 couleurs. On n'a pas beaucoup de couleurs et tout à coup arrive la Penbox de Cantel qui est la première machine à 16 millions de couleurs. Quand on voulait une couleur pour faire de la retouche photo, si par exemple on voulait retirer une petite rougeur sur la joue, il suffisait de sticker la zone et on avait exactement la couleur sélectionnée sur la base de 16 millions de couleurs. Donc on a la super machine vraiment excitante. Et là, pendant 10 ans au moins, je reste coincé, fasciné par ces machines. D'abord, je réussis à être... Il y a très peu d'artistes qui sont sur ces machines. Elles sont souvent achetées par des hommes d'affaires qui les louent. Elles sont louées pour faire de l'habillage d'antenne, du clip à l'époque, de la retouche photo hyper réaliste. Mais j'ai la chance la nuit que les gens me laissent tranquille, travailler toute la nuit dans les machines. Au fur et à mesure du temps qui a passé, je me suis retrouvé... Après, les seules personnes avec qui on pouvait travailler, c'est les télés. C'est comme ça que je me mets de plus en plus à travailler avec la télé, parce que les journaux n'ont pas les moyens de se payer ces machines. Ces machines, une heure de machine, c'est quasiment le prix d'une heure d'hélicoptère en location. Donc la presse n'a pas les machines. Et en plus, c'est basse def. On est en 625 lignes, on n'est pas encore en haute définition. Donc pour la presse, on est avec des images qui manquent de définition. Bien qu'on, d'une certaine façon, je fais pas mal d'illustrations dans des journaux de l'époque avec ces premiers ordinateurs. Mais massivement, je travaille avec les chaînes de télé. Et les chaînes de télé, elles commencent à... Je squatte la plupart des régies parisiennes qui ont les bécanes. Je me fais relativement virer de partout parce que je travaille, d'abord ils me disent « Kiki, tu sais combien ça coûte ça, puis tu ne ramènes pas de boulot et tout quand même, hein, tu vois, on te laisse faire, et puis tu ne ramènes pas de clients. » Moi je passe ma nuit à m'amuser avec les machines, oui, je n'ai pas la tête à aller chercher des clients. Mais par contre, j'emmène leurs opérateurs avec moi, les opérateurs qui toute la journée travaillent avec les clients de la pub ou des chaînes de télé.
ils passent la nuit avec moi et le lendemain matin, Ils sont fatigués. t'étais encore toute la nuit avec Kiki, regarde la gueule que t'as, etc. Tu vois, et à la fin, Kiki dehors. Donc, je passe dans plusieurs régies et à un moment donné, j'ai la chance de me retrouver avec Antenne 2 à l'époque, où c'est les émissions qui s'appellent C'est encore mieux l'après-midi, présentées par De Chavannes. Et là, les gens donc de cette émission, voilà, c'était des femmes qui étaient les chefs des unités, programmes, variété, divertissement et jeunesse, me proposent de faire ce qu'ils appellent 1 minute par semaine. Et bon, j'avais cette réputation d'être provocateur. Ils me disent, tu fais provoque. 1 fois par semaine, tu nous fais une sorte de petit dessin animé à l'ordinateur. Et du coup, j'ai la clé, par exemple, de France 2, de la seule Penbox nationalisée. Donc, j'ai pas de propriétaire qui vient me dire quand même, il faut que tu nous ramènes du blé, là, ça va pas de ce que tu fais. J'ai la clé et c'est la Penbox du JT. Et à 8h, le JT s'arrête et j'ai la clé à l'avenue Montaigne, c'est l'antenne de l'avenue Montaigne. Et même je travaille pour les chaînes. Il y a Cognac G en a une, mais Cognac G s'arrête à 11h. Donc, de temps en temps, moi, ils me demandaient à Cognac G, enfin, sur TF1 à l'époque, d'aller travailler, mais je faisais tout sur la 2. Et la 3, la Penbox était à Lille. Alors, il fallait aller jusqu'à Lille. Donc, tous les boulots pour toutes les chaînes, je les fais tout à Antenne 2 à l'époque. Ça paraît quand même assez fou aujourd'hui, cette idée d'avoir besoin vraiment d'avoir un accès à la machine. Enfin, on parle beaucoup des home studios, des moyens de production qui sont démocratisés. À l'époque, on est quand même loin de ça, puisqu'il y en a 3 en France. Et puis, il faut vraiment, pour y avoir accès, il faut soit avoir une bonne raison pour produire quelque chose, ou voilà. Tu as eu beaucoup de chance, enfin, je veux dire... Bien sûr, j'ai beaucoup de chance, sauf qu'à France 2, à un moment donné, ils me virent quand même. Tu vois, Kiki, ça va, ça suffit maintenant, salut. Et donc, tu t'en achètes une. J'avais plus de bécane, j'étais grillé dans toutes les régies professionnelles et j'étais fan au point de m'acheter les machines. C'est-à-dire, après, je me suis retrouvé endetté pendant 10 ans. J'ai mis 10 ans à rembourser ces premiers ordinateurs qui valaient des sommes complètement folles. Voilà. Et en même temps, arrive aussi, on a la Penbox, mais arrive en même temps le Harry. Le Harry, c'est le début d'un logiciel comme Premiere aujourd'hui ou After Effects, des logiciels de montage. Il y a eu d'abord la Penbox, mais quand on travaillait à la Penbox, on faisait une image et il fallait l'enregistrer sur en vidéo avec les machines professionnelles de l'époque, les Betacam SP. Mais par exemple, quand on mettait une image à raison de 12 images secondes, même en réalité on est à 24 images secondes, mais de temps en temps, quand on fait ce genre de choses, on passe à 8 images secondes. Le dessin animé japonais, par exemple, à 8 images secondes, en général on est à l'économie. Mais c'est très long. Parce que pour enregistrer une image, on a un effet de pré-roll qui part 5 secondes en arrière, qui revient pour juste mettre l'image. Donc c'est très très long à enchaîner les images. Donc les logiciels de montage te changent la vie, là encore. Et là, le Harry de Cantel, alors là, pareil, quand on voit arriver le Harry de Cantel, c'est complètement fou. Et en même temps qu'on est en vidéo, si tout à coup on est en train de faire un film et puis qu'on a un regret, au milieu, j'aurais bien vu autre chose. Mais chaque fois qu'on faisait des reports, on abîmait la texture. Donc il fallait absolument être dans l'ordre et ne pas revenir en arrière. Et le Harry arrive. À n'importe quel moment, on peut changer. Voilà, la première unité de montage virtuel qui était une révolution aussi forte que la Penbox pouvait l'être pour le montage. Alors, à cette période-là, dans les années 80, moi j'ai trouvé pas mal d'entretiens que tu donnes, où tu as vraiment un discours ultra futuriste, en fait, où pour toi c'est vraiment une révolution complète et tout ça. Je sais pas, j'ai trouvé un entretien vraiment super avec, je crois que c'est Jackie Berroyer, en 86, où tu dis il faut que de l'ordinateur sorte un art nouveau. Enfin, c'est vraiment un discours très... Et je me demandais si aujourd'hui, des techniques comme par exemple l'IA générative, c'est des choses que tu regardes, qui t'inspirent, ou alors
t'as plus cette... Enfin, est-ce que tu as des techniques d'aujourd'hui qui t'excitent à ce point-là, où bien tu te dis c'est évidemment vraiment que complètement l'intelligence dingue. artificielle, je Voilà, tu t'en reste sers de ça, par autant exemple. fasciné Ouais, c'est pour ça. l'intelligence artificielle que je pouvais être fasciné avec ces premiers ordinateurs. Je trouve ça Tu complètement l'utilises génial. ou pas encore Bien sûr, bien ou- sûr, je joue avec, et même avec l'intelligence artificielle, j'ai un peu même la technique d'aller piquer les images, c'est-à-dire j'en fabrique moi-même, mais je suis tout le temps en train de chasser les images faites par d'autres gens, et le truc amusant, c'est qu'autant je pouvais avoir des ennuis sur les droits avec les photographes, mais les images d'intelligence artificielle sont libres de droit, Ouais, toutes pour les l'instant, grandes, ouais. pour le moment en tout cas. Donc là, personne ne pourra me tomber dessus, mais et ces images, je les trouve complètement géniales. Et je trouve incroyable d'entendre certains auteurs en train de pleurnicher, du genre on nous pique tout. Oh, voilà, si on te pique tout, bah, tant mieux. Tu vois, pourvu que ça dure. Hein. Alors, ouais. En fait, bon, on a parlé de Bazooka, et c'est vrai qu'assez tôt, avec Bazooka, tu t'infiltres dans le monde des médias. Ça continue avec la télévision et la publicité, puisque donc on vient d'en parler, mais dans les années 80, tu vas bosser pour pas mal de chaînes de télévision. Et je me demandais, et puis voilà, il y a aussi beaucoup finalement de collaborations. Alors on en avait parlé quand on s'était rencontrés il y a quelques temps, mais il y a cette question de un peu multiplier des contrats aussi pour pouvoir rembourser les dettes que tu accumules quand tu achètes ta Paintbox. Donc ça, c'est presque... Enfin, c'était pas du tout anecdotique pour toi, mais c'est aussi une raison, je pense, qui te pousse à travailler avec pas mal de gens. Mais je me demandais comment à l'époque, t'envisages toutes ces collaborations, c'est-à-dire dans des moments où t'as pas forcément une liberté maximale de travail et de création, comment tu gères ça en tant qu'artiste, en fait. Alors, j'ai mis cette... Bon, ça, c'est un... Il y a de toute façon, depuis toujours, même depuis notre entrée, par exemple Libération, une logique d'infiltration. Voilà. Infiltrer tous les supports, quels qu'ils soient, même des journaux straight. Mais c'est vrai que pour travailler avec les chaînes de télé, on n'a pas la liberté et même d'une certaine façon, est-ce qu'on a la liberté totale quand on travaille dans une institution artistique? C'est pas sûr. Mais il faut naturellement négocier, être d'une certaine façon au service d'un commanditaire, au service de la pub, au service d'un... Quand on fait la couverture d'un journal, je dirais, par exemple dans ces époques-là, je fais des couvertures, l'Express, Le Point, le Nouvel Obs. Bien évidemment qu'on n'est pas en train de se faire sa fête, qu'on se retrouve dans un comité de rédaction avec des gens super straight qui sont en train de dire non, 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 tu vois, tu vas faire ce que nous on demande, tu n'es pas en train de faire joujou. Et d'une certaine façon, quand je suis en télé, en train de travailler un peu avec toutes les chaînes et avec les responsables qui sont donc souvent c'était les directrices d'unité, programmes, divertissement, etc. Le truc amusant, c'est que c'était toujours super à la bourre, quasiment. Ces machines, on va très très vite pour travailler avec ces machines, mais c'est quasiment le soir à 8h, les gens m'appelaient, il fallait rendre le boulot le lendemain à 11h dans les bureaux, avenue Montaigne ou à Cognac-G, etc. Mais si, au moment de rendre le boulot, le commanditaire, le responsable, d'une certaine façon, les seuls responsables, tout du moins en télé, c'était les directeurs d'unités de programme. C'était eux qui m'engageaient pour faire un habillage d'antenne. Presque les producteurs des émissions, ils n'avaient pas leur mot à dire. Ils étaient, ils avaient été financés pour un programme, et le générique, c'était la chaîne qui décidait. Mais en effet, quand je rends mon boulot, toujours en étant vachement content, en voulant quand même changer cette logique de vouloir changer ce monde de l'image. Ce monde de l'image qu'aujourd'hui, dans les chaînes de télé, impossible, parce que maintenant, c'est des agences de communication, les habillages sont verrouillés. Certains sont très contents d'avoir verrouillé les habillages. Par exemple, Étienne Robial, qui est demeurant un grand camarade à nous, qui avait fait l'habillage de Canal+, de M6, etc., voilà, font partie des gens qui ont voulu, qui ont été engagés pour verrouiller, pour donner une esthétique linéaire et arrêter qu'on appelle un mec comme moi à 11h du soir pour rendre un boulot le lendemain. Et c'était bien dommage. Mais toujours est-il qu'au moment où je rends le boulot, si la personne à qui je rends l'habillage me dit j'aime pas le bleu, tu vois, je fais pas de problème, tu vois, surtout avec les orients, je te mets du rouge, pas de problème. Mais à un moment donné, quand j'ai fini de rembourser toutes ces machines, j'ai jamais fait
j'ai toujours fait je dirais, de l'habillage stylé, dans mon style, même signé, on pourrait dire. Je n'étais pas à faire de l'exé pur et dur, non stylé. Mais quand tout à coup, les commanditaires disent « j'aime pas le bleu, pas de problème, je te mets du rouge », tu vois, mais de nouveau, j'ai presque fini, et j'ai même fini de rembourser ces bécanes, donc je mets vraiment plusieurs années à rembourser ces machines. Là, je commence à négocier. Ah oui, mais quand même, tu vois, si je mets du bleu, c'est que c'est un rappel dans la composition, etc. Et à ce moment-là, mes commanditaires, ah Kiki, tu veux faire de l'art? Dehors. Tu vois, et là, j'arrête finalement de travailler avec les télés. À partir du moment où je commence à dire, mais s'il y a du bleu, c'est pas pour rien, c'est parce que j'aime le bleu. Tu vois, même si toi, t'aimes pas le bleu, bah moi, j'aime le bleu et je t'emmerde. Là, dehors, monsieur. Voilà. Ça s'arrête comme ça à ce moment-là. Mais disons que... Et par chance, les ordinateurs, ça y est, les PC arrivent, la micro-informatique arrive, oui, tous ces fameux ordinateurs qui valaient des prix astronomiques partent à la casse. Un lycéen qui a des bonnes notes, sa grand-mère lui paye un PC. Donc on a une démocratisation de l'image numérique qui me ravit totalement. Et j'ai aucun regret que ces grosses machines extrêmement encombrantes partent à la casse. Mais donc, quand tu... Pardon de revenir sur cette question, mais quand tu travailles avec, je sais pas, par exemple, le ministère des Affaires étrangères, enfin, on peut se dire, c'est un peu étonnant, mais c'est pas forcément là qu'on t'imagine en train de faire un pavillon pour le ministère des Affaires étrangères ou, je sais pas, en cherchant, en fait, en préparant, je vois que tu as travaillé pour Matra, par exemple. Enfin, a priori, disons qu'il y a une sorte de paradoxe avec l'idée d'être un artiste engagé, plutôt super à gauche et tout ça. Comment, enfin, ton idée, c'est quel que soit le commanditaire avec lequel tu bosses, finalement, c'est une occasion pour toi aussi d'éduquer visuellement les gens, de diffuser un style visuel plus qualitatif. Hein, il y a quand même cette idée vraiment de toujours, de profiter de toutes les occasions, en fait, d'une certaine manière. Bien sûr, en même temps, c'est presque insolite des fois. Ça me ravit que de me retrouver avec des gens auxquels je ne m'attends pas du tout, qui me demandent de faire quelque chose. Je me souviens que je travaille pour Matra, par exemple. Ouais. Mais je fais carrément les illustrations pour les dépliants publicitaires pour vendre des missiles. Les missiles Matra. Et carrément, les gens de Matra, il y a une sorte de petite agence de publicité à Versailles, je me souviens, m'appellent après avoir vu mes dessins dans Okapi. Oui, ça, j'ai vu cette histoire, je trouve ça incroyable. Donc, tout à coup, Okapi, monsieur, on aime Matra, beaucoup vos dessins dans Okapi. D'abord, j'ai commencé à faire une sorte de poster avec toutes les... Matra avait collaboré à plein de satellites, dont une espèce à la gloire de Matra et de l'implication de Matra dans la construction de satellites. Et après, ils me disent, tiens, on a les dépliants publicitaires pour vendre les missiles, où il fallait faire là des dessins presque un peu plus traditionnels, des techniciens en train de travailler sur les missiles. Et je trouve ça vraiment... je me sens pas du tout responsable, bien que vraiment j'aurais plutôt tendance à détester les militaires en général. Et je préfère vraiment... un mauvais peintre à un bon militaire de base, par exemple. mais voilà, plus c'est insolite. Et c'est vrai que je dis toujours oui. J'ai tendance... Après, d'une certaine façon, je dis le pouvoir, c'est dire oui. Tu vois, on est dans un monde où les gens disent toujours non. Tu vois, moi, je dis oui, souvent. La plupart des gens, en plus, qui font appel à moi sont plutôt... sympathiques, ou ils aiment mon travail. En tout cas, s'ils n'aimaient pas mon travail, ils ne me demanderaient pas de faire des trucs. Donc, c'est toujours des gens bienveillants. Et je dis souvent oui. Et plus la demande est étonnante, plus je suis ravi, finalement, de rentrer dans des mondes. Voilà, c'est presque d'avoir fait de la pub pour les missiles Matra. Je me souviens des noms. Il y a Durandal, tu vois, il y a les Exocet. Voilà, je m'y connais. Bon, ils ont dû faire des progrès depuis, c'était il y a longtemps, ça, d'ailleurs, sur tous ces missiles incroyables. Mais surtout, on n'imagine pas les gens acheter un missile après avoir vu un dépliant publicitaire, mais j'imagine que c'était aussi un outil de communication. Mais c'est vrai que oui, c'est... Ouais. c'est très... Enfin, Okapi, Matra, c'est très étonnant, quoi. Il n'y a pas de doute. Hein. Oui, et Okapi, c'était très sympa. On travaillait pour les enfants. Par exemple, je me souviens qu'on travaillait avec Okapi, on fait le dossier central.
il y a toujours une thématique sur le dossier central. Alors là, c'est le marché de Bobo Idéolasso, le marché africain, c'est les Beatles, hein. Je fais ça avec mon camarade Loulou d'ailleurs, donc c'est plutôt joli, c'est un dossier détachable. Et à un moment donné, c'est le début des skateboards. Et avec Loulou, on fait le dossier spécial skateboard. 20 années après, il y a des mecs qui arrivent chez moi avec le skateboard. Kiki, j'ai découvert le skateboard grâce à toi. Vraiment, on avait tous les dossiers comme ça. Des mecs de 40 ans qui se pointent comme ça. C'était très... J'imagine que c'est des collecteurs, les Okapi, que tu as... On en a fait un certain nombre. Okapi, Fripounet, Astrapi. Voilà, j'étais... Travailler pour les enfants, j'ai beaucoup travaillé pour les enfants. Et à la télévision aussi, oui. Voilà, à un moment donné, pendant une année entière, justement, c'est avec ça que je finis de rembourser tous mes ordinateurs. Je me retrouve, j'étais à fond sur l'habillage d'antenne, mais avec plusieurs camarades à l'époque, dont Captain Caverne qui est là, mon camarade déjà. J'apprends à tous mes copains à se servir des ordinateurs. Et je voulais décrocher un petit, je dirais, allez, un 15 minutes, une fois par mois d'animation, un petit peu comme ça, très graphique, moderne, etc. Donc j'avais fait un pilote et j'espérais décrocher soit à Canal, soit sur la 2, ou enfin sur une chaîne de télé sur laquelle je travaillais à ce moment-là. Et finalement, c'est d'ailleurs le moment de la première guerre du Golfe. Je me retrouve, première guerre du Golfe, les crédits alloués à la télé sont en restriction totale. Donc il n'y a plus de moyens à la télé. Et finalement, moi, je contrôle la fabrication, la réalisation, toute la technique sur France 2. Mais de quelle émission ? Ils me demandent de faire tous les programmes jeunesse que je fais pendant une saison entière. Donc là, on était à une cadence de production très très dure. Je pense que c'est 91. D'ailleurs, c'est l'invasion du Koweït par Saddam Hussein que j'ai dessiné quelques années après, là. Et donc, pendant une année entière, on fait les programmes jeunesse pour Antenne 2 à l'époque. C'était très étonnant parce que les programmes jeunesse, pour les gens, les responsables de télé, c'était seulement à partir de 19h que la télé était importante. Jamais personne ne regardait ce qu'on faisait. On était en train de bosser comme des bêtes avec plusieurs de mes camarades de l'époque, mais personne ne savait ce qu'on faisait. Il y avait que les enfants qui connaissaient notre travail. Et oui. Donc personne ne regardait les programmes jeunesse à part nous. Et ouais. Et alors ça, je voulais, voilà, Swatch, ça m'a plu, mais on n'est pas obligé de parler de ça. C'est juste que j'habite dans la ville de Swatch, donc c'est la toute première collaboration de Swatch avec des artistes, enfin une des toutes premières. La première, voilà. Et donc on est en 85 et là aussi c'est un collector parce que c'est un des. Enfin, sur tous les sites de collectionneurs de montres, il est indiqué que c'est la Swatch la plus chère qui existe aujourd'hui. Donc tout le monde se l'arrache. Et enfin, tout le monde pas, non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elle est extrêmement recherchée, quoi. Voilà, là c'est un boulot lié au monde de la publicité. Voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça que je voulais en parler. C'est une agence de publicité c'est le lancement de Swatch sur la France. Swatch est en train de devenir numéro 1 mondial de l'horlogerie. C'est vraiment la flambée de l'horlogerie suisse après avoir enterré Seiko, je crois, qui était numéro 1, les Japonais. Et donc il faut faire quelque chose. Et c'est moi qui leur dis, on n'en fait pas deux pareils. Ces montres étaient offertes à des personnalités du monde des arts, de la culture, des sportifs, des scientifiques, une sorte de gros événement comme ça. D'ailleurs, c'était à l'IRCAM, à côté de Beaubourg, dans les sous-sols. Et je me souviens, c'est moi qui leur dis, on n'en fait pas deux pareils. Ils pouvaient faire comme ça, tout à la main, que des variations de couleurs. D'ailleurs, là, on voit le certificat d'authenticité. Je crois qu'il y a 120 montres, toutes différentes. L'original, c'est un portrait de ma fiancée, Mine, qui est dessus, là, dont la version couleur complète. Mais après, que des variations de couleurs. Du coup, il n'y en avait pas deux pareils. Et après, ils n'ont plus jamais refait ça parce que les collectionneurs ont réussi à racheter les montres aux gens à qui elles avaient été offertes. Ouais.
j'en ai rencontré plusieurs, ah merci Guy, j'étais dans la merde de blé et tout, j'ai vendu ta montre, c'était super, tu vois, par exemple William Klein, qui était super content, il avait eu la montre, il me dit Kiki, merci, là c'était super ce plan. Après il y en a d'autres qui avaient pris les montres et ils les avaient donné à leurs enfants ou à leurs petites amies. Qui les avait perdus. Qui s'étaient fait larguer, non. je lui ai donné, quel con et tout. Et voilà, et encore aujourd'hui, c'est la montre la plus chère qui existe en plastique. C'est amusant. Je crois que c'est 22 000 €, un truc comme ça. Ouais. Hein, j'ai trouvé 22 000 €. 22 000, oui, ouais, elle coûte cher c'est toujours. Elle a même à un certain moment, elle a peut-être un peu descendu. Bah alors, ouais, j'ai pas fait des recherches non plus très poussées pour savoir quel était le prix maximal. Et il n'y a pas longtemps, on était en train de vouloir en négociation avec Swatch. Bon, après, j'ai plus jamais revu les gens de Swatch, mais il y a à peine, peut-être 1 ou 2 ans, j'étais en négociation avec l'état-major. Swatch, c'est devenu un truc complètement dingue. C'est une espèce d'entreprise géante avec des bâtiments gigantesques en Suisse, à vouloir refaire un plan un peu sympa, mais pour faire des NFT. Voilà, on était sur une logique de NFT, mais après ça a été l'effondrement des NFT, du coup c'est parti à volo. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, j'ai encore pas mal de questions à te poser. Je voulais te demander, alors peut-être pour parler aussi de choses qui sont plus contemporaines, on en a parlé, mais c'est vrai que tu as eu beaucoup de... Enfin, tu as fait ce choix d'appartenir à beaucoup d'organisations, on va dire, collectives, avec Bazooka, mais aussi finalement dans toutes les collaborations que tu as pu mener. Tu as quand même souvent travaillé avec des gens et pas voilà, tout seul dans ton coin, comme on va dire un artiste... comme le cliché de l'artiste, disons, un peu romantique. D'ailleurs, tu as aussi souvent inventé des espèces d'institutions. Alors, en faisant mes recherches, j'en ai trouvé quelques-unes, mais par exemple, quand tu parles même de dictature graphique ou l'idée du ministère de la propagande, c'est quand même toujours s'inscrire au sein d'une organisation d'une certaine manière. Et aujourd'hui, tu fais... Enfin, y a certaines... y a, en tout cas, deux je sais pas, organisations avec lesquelles tu travailles régulièrement. Tu fais beaucoup de graphisme pour le cirque électrique et puis tu as même été clown pour eux pendant quelques temps. Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, pardon. Présentateur. Présentateur, ouais, c'est pas pareil. Mais, ouais. Et puis tu collabores aussi avec l'ASUD, donc, qui est l'association autosupport des usagers de drogue pour la réduction des risques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces collaborations, de ce travail pour eux? Après, la logique de travailler avec des gens, c'est qu'on est porté. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec des associations militantes. Bon, j'ai jamais travaillé avec la droite ou l'extrême droite, par exemple, à part peut-être avoir fait une couverture du Point ou de journaux ou des illustrations dans le Figaro à l'époque. Mais bon, j'ai toujours travaillé avec des organisations politiques plutôt d'extrême gauche en général. Et ces derniers temps, je travaille avec les drogués. Alors, quand on travaille avec les organisations politiques, il y a toujours un moment où on se prend la tête, où les gens ils sont très contents si on leur fait ce qu'ils demandent, mais si tout à coup on décide un peu de travers, alors là c'est la catastrophe. Mais je dois dire, depuis quelques années, je travaille pour les drogués, et les drogués ou les associations d'usagers de drogue m'ont toujours vraiment laissé faire tout ce que je voulais. Je voulais te poser, pour terminer, peut-être 2 questions autour des problématiques de conservation de ton travail. La première, c'est que... moi, j'en ai fait l'expérience parce qu'en fait, en cherchant à me documenter vraiment sur tout ce que tu as pu faire, évidemment, il n'y a pas un catalogue raisonné de tout ce que tu as pu faire. Voilà, il n'existe pas, mais surtout, tu as démultiplié les supports, certains supports très... comment dire, fragile, destiné à être éphémère, les flyers, beaucoup des supports sur lesquels tu as travaillé, peut-être finalement à l'exception de la peinture ou de certains dessins, sont pratiquement destinés à disparaître d'une certaine manière. Donc je me demandais si... comment ces éléments continuent d'exister même chez toi? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui existe? Est-ce que tu as un stock de tout ce que tu fais année par année? Comment en fait... quelle est l'existence matérielle de ton œuvre en fait aujourd'hui? Peut-être c'est une question totalement déprimante. Si c'est le cas, j'en suis désolée, mais voilà. Oui, non, parce que les dessins, finalement, tu vois, mes camarades de Bazooka, ils ont, pour ainsi dire, plus rien. Ils ont vendu au fur et à mesure du temps. Mais moi, j'ai travaillé pour plein de supports très différents. Du coup, j'ai beaucoup d'originaux papier, d'illustrations, d'images faites à travers toutes ces périodes. Après, tout ce qui est de l'ordre
Ce qui a été fait avec, quoi. Du numérique. Le numérique, le numérique, oui. On a un disque dur qui crame, donc je claque, d'un coup, on perd beaucoup, là, mais bon, c'est... Voilà, mais après, c'est la logique, c'est là, je conserve, je suis le premier collectionneur, on pourrait dire, ou entreposeur, plutôt, de ma propre œuvre. Voilà, après, bon, c'est la conservation, bon... tout ce qui est de l'ordre des dessins bazooka, par exemple là en ce moment, je pense, j'ai encore toutes les pages de maquettes du regard moderne. Mais là, on est vraiment dans la période où c'est des collages, on travaille avec les trames adhésives, le tracette. Bon, il faut être graphiste dans ces périodes-là pour savoir ce que c'est. Donc c'est extrêmement fragile, mais j'ai un très bon camarade qui est devenu le responsable, Alexandre Deveau, du dessin de presse à la Bibliothèque nationale. Et normalement, mais ces pages-là, à peine on les touche, il y a les collages qui sautent en l'air comme des puces. C'est vraiment une catastrophe. Mais je vais les donner à l'ABN, voilà, pour qu'ils les restaurent finalement. Parce qu'à peine on les touche, on les retourne, c'est tout se casse la figure. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui ne sont pas crédités, parce qu'en fait, par exemple, les habillages télé, faut vraiment les chercher, quoi, pour les retrouver, pour savoir que c'est toi. En général... En tout cas, dans la manière dont c'est archivé à l'INA, c'est pas toujours signé, quoi. Non, mais comment dire, et même souvent, j'ai arrêté de signer. Ouais. Je signe les originaux. Par exemple, ça, c'est pas signé. Par exemple, ça a bien tourné, mais c'est pas signé. Mais bon, si des gens s'amusent à chercher, les chercheurs peuvent se mettre sur le coup et tout collecter, tout regrouper. Mais il y a des... Tu vois, il y a des gens, il y a différents endroits où là tout à coup j'ai oublié le nom de gens qui archivent tout le vidéo art. Il y a une association vraiment française depuis longtemps, le cinéma expérimental. Je sais pas. Là j'ai oublié le nom, mais mes films sont certains de mes films sont chez eux même. Et justement à l'ABN, parce que j'ai quelque part, je dois avoir 2 à 3 mètres cubes de bandes entreposés là dans une cave en ce moment. Donc ça, ils vont les numériser. Mais à l'ABN, ils ont dit qu'ils voulaient bien comment dire, voilà, numériser, inventorier. Me numériser, ouais. tout ça, voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, mais bon, après, il faut que j'aille dans la cave. Ah bah ouais. C'est des couches. Et je dois dire que je m'en fous un peu, plus le temps passe, et je m'en fous un peu, tant pis. Voilà, j'ai toujours intégré la casse. J'ai vraiment de la casse, très forte casse en permanence, que ce soit... Comme j'ai toujours pensé que moi, j'étais prêt à tout, et que c'était pas grave si j'allais à la casse. Donc, de temps en temps, j'ai essayé. J'ai eu un nombre de projets invraisemblables, refusés par les chaînes de télé, par les journaux, parce que je me disais peut-être ça va passer, mais ça passait pas. Dans la publicité, pendant très longtemps, les gens me faisaient travailler. Bon, j'ai une période où je travaille beaucoup, comme par exemple ça c'était une carte de vœux pour la SNCF, mais qui a été refusée à l'époque. Mais j'aurais aimé que ça passe. Après, me retrouver dans le métro avec les 4x3, par exemple. Monsieur Michel-Édouard Leclerc, il collectionne tous les boulots de Bazooka. Là. Justement, d'une certaine façon, beaucoup de travaux de Bazooka sont conservés dans les collections de Michel-Édouard Leclerc. Et je me souviens discuter avec lui et lui dire que j'adorais faire des affiches 4 mètres par 3 parce que j'avais l'impression d'être chez moi, dans le métro ou dans la rue. Et lui, il me dit, mais moi, j'ai cette impression partout en France. Bah voilà, on peut s'arrêter sur Michel-Édouard Leclerc et cette carte de vœux puisqu'on est en décembre et que c'est bientôt les fêtes. Merci beaucoup. C'était carte de vœux de la SNCF. De la SNCF, voilà. Ouais. Peut-être vous avez des questions. Voilà. Peut-être pas, mais... Bah écoutez, un plaisir. Merci beaucoup. Que vous soyez tous là, de nous avoir écoutés. Merci.